parler de ce Proche-Orient en feu depuis près de 5 mois. Un grand invité pour nous accompagner jusqu'à 10h40. Pierre Aski, éditorialiste à France Inter. C'est une région du monde qu'il connaît mieux que personne. Il y a travaillé, il y a habité, il en connaît les méandres et les contradictions. Il les raconte dans son dernier livre. Et puis sera aussi avec nous sur ce plateau un des grands reporters de France 24, Karim Yayaoui, qui rentre de mission en Israël. On a beaucoup de choses à se dire. C'est Parlons-en. Ça continue. Avec moi sur ce plateau, donc Pierre Aski. Bonjour Pierre. Bonjour. Et bienvenue dans Parlons-en, éditorialiste à France Inter. Entre autres choses, une terre doublement promise, Israël, Palestine, un siècle de conflit. C'est votre dernier livre qui vient de sortir chez Stock. Vous êtes allé au Proche-Orient pour la première fois en 1973. Vous avez fait votre premier reportage à Gaza en 1982. Vous étiez correspondant pour Libération au moment des accords d'Oslo en 1993. Vous avez suivi de près les 40 dernières années de ce conflit. Autant dire que vous êtes l'une des bonnes personnes pour en parler. Une trêve pour le Ramadan, Pierre Aski, est-ce que vous y croyez ? Oui, j'y crois parce qu'il y a plusieurs facteurs qui militent pour un arrêt des combats aujourd'hui. Le premier, c'est la situation humanitaire absolument catastrophique, comme on l'a vu ces derniers jours, avec la tuerie de jeudi au moment du passage de ce convoi de ravitaillement. Et là, on a... Vous savez, plusieurs des guerres israéliennes se sont arrêtées sur des moments comme ça, des bavures, peut-être des massacres un peu plus grands que d'autres. On se souvient notamment avec le Hezbollah des massacres de civils dans la ville de Cana qui ont mis fin à 2 guerres en 1996 et en 2006 et on est un peu dans ce type de configuration. C'est la goutte d'eau de trop ce qui s'est passé jeudi dans une situation qui était déjà dramatique et on le voit d'ailleurs avec la déclaration de Kamala Harris que vous avez citée. La vice-présidente américaine cette nuit a fait la déclaration la plus forte de l'administration Biden en faveur d'un cessez-le-feu immédiat. Le mot immédiat était fort. Après, c'est pas parce que toutes les conditions sont remplies qu'on a un cessez-le-feu. C'est le genre de négociations sur lesquelles tous les détails comptent et tant que tout n'est pas réglé, rien n'est réglé. Alors justement, on va faire le point en images sur ce qui se joue en ce moment au Caire notamment parce qu'il n'y a pas qu'au Caire qu'on parle bien sûr. Américains, Qataris, Égyptiens tentent d'obtenir cet accord dont on parle depuis des semaines au forceps. Ce qui se joue et ce qui bloque encore, ce sont des images commentées par Ludovic Defoucault. On en parle juste après. À Gaza, les jours se succèdent et les familles pleurent leurs morts. Des victimes civiles, toujours plus nombreuses des bombardements israéliens. Israël et le Hamas souhaitent interrompre cette spirale meurtrière avant le début du Ramadan dans une semaine. Les négociations portent sur une proposition de trêve des médiateurs du Qatar, des États-Unis et de l'Égypte. L'accord comprendrait une pause de 6 semaines des combats et la libération de 42 otages israéliens contre 400 prisonniers palestiniens. Des éléments acceptés sur le principe par Israël selon Washington, mais l'État hébreu n'a pas confirmé et dit réclamer d'abord la liste des otages encore en vie avant de s'asseoir à la table des négociations. Le Hamas pose aussi ses conditions. Il demande l'augmentation de l'aide humanitaire de 80 camions à 400 par jour. Le retour des déplacés ayant fui le nord de Gaza et surtout un cessez-le-feu définitif. Une question que les médiateurs souhaitent laisser de côté pour l'instant face à l'urgence à Gaza. Selon l'ONU, 2,2 millions de Gazaouis sont menacés par une famine quasiment inévitable. Voilà pour ces images avec moi sur ce plateau, avec nous sur ce plateau aussi Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Bonjour. Vous êtes l'un des grands reporters de France 24. On vous a suivi bien sûr ces derniers mois lors de vos missions au Proche-Orient. Vous êtes allé plusieurs fois. Qu'est-ce qui bloque là en ce moment sur ce texte, ce protocole d'accord dont on parle déjà depuis plusieurs semaines? On en parle déjà depuis un moment. Alors le sujet épineux, c'est évidemment la liste des otages. Du côté du Hamas, on tarde à livrer cette fameuse liste. Côté israélien, on a demandé à ce que ce soit les personnes les plus vulnérables, les femmes les plus âgées qui fassent partie de cet échange otages contre prisonniers palestiniens. On évoque un chiffre d'une 40aine d'otages, entre 40 et 42. Et on se souvient déjà lors de la première opération d'échange qui a eu lieu au mois de novembre,
novembre, c'était chaque jour extrêmement compliqué. Le Hamas livrait au compte-gouttes le nom des otages qui allaient être libérés. Parfois même, ils indiquaient qu'ils ne savaient même pas où se trouvait tel ou tel otage. On se souvient du visage de cet enfant qui avait fait le tour du monde, Kfir Bibas, dont le Hamas a fini par indiquer qu'ils avaient retrouvé sa trace et qu'il avait probablement péri. En tout cas, tout ça rend les choses extrêmement compliquées. Le Hamas a des exigences aussi en matière de déplacement des populations de la bande de Gaza. Il voudrait qu'une partie de cette population qui se concentre du côté de Rafah, ils sont plus d'1 million en ce moment dans ces quelques 60 km², puisse retourner dans le nord de la bande de Gaza. Tout ça rend ces négociations complexes, difficiles, malgré les efforts extrêmement puissants des Américains, du Qatar et de l'Égypte. On va revenir dans un instant sur la pression américaine que vous évoquiez aussi tout à l'heure, Pieraski. Mais ce que dit ce moment, c'est que contrairement à ce que disait Benyamin Netanyahou dès le 9 octobre, le début de l'opération d'envergure à Gaza, c'est qu'en fait on ne peut pas mener de façon concomitante et la guerre et la libération des otages. Il faut que la guerre s'arrête pour que les otages soient libérés. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les faits sont là. La plupart des otages qui ont été libérés, la quasi-totalité en fait, l'ont été lors de la trêve de novembre. Et les quelques cas qui ont été libérés par l'armée israélienne sur le terrain... C'est quasiment par hasard, heureux hasard. Oui, exactement. Sauf un cas où ils avaient visiblement des informations. Et en fait, il y a un débat... La société israélienne est très clivée, et elle l'a été plusieurs fois par le passé, parce que la question des otages est récurrente, entre ceux qui disent qu'il faut privilégier la libération des otages coûte que coûte, parce qu'il faut les ramener à la maison, et ceux qui disent mais il y a aussi l'opération de sécurité, la destruction du Hamas, qui est d'abord prioritaire. Et c'est l'équilibre entre ces deux pulsions très fortes au sein de la société israélienne qui détermine le fait d'avoir un cessez-le-feu ou pas. C'est vraiment une question psychologiquement très polarisante dans la société israélienne. Un gouvernement israélien qui avait plutôt fait le choix de la guerre ces dernières semaines, plutôt que celui des otages. On l'avait entendu dans le gouvernement israélien, et qui est, vous l'avez évoqué tout à l'heure, depuis quelques heures, encore plus sous pression du grand allié américain, qui là aussi joue un rôle compliqué, on y reviendra aussi. On va écouter Kamala Harris, la vice-présidente américaine, qui pour la première fois, et d'ailleurs il faut prêter l'oreille, le public qui était là lors de son intervention ne s'y est pas trompé, qui pour la première fois a prononcé le mot de cessez-le-feu immédiat. On l'écoute. Je le répète, la menace que le Hamas fait peser sur le peuple d'Israël doit être éliminée. Et étant donné l'immense ampleur des souffrances à Gaza, il doit y avoir un cessez-le-feu immédiat pour les 6 prochaines semaines. Et le gouvernement israélien doit en faire davantage pour accroître de manière significative le flux de l'aide. Kamala Harris, Pieraski, qui va aussi recevoir tout à l'heure à Washington Benny Gantz, qui est l'ennemi politique juré, enfin un des ennemis jurés de Benyamin Netanyahou. C'est quoi le message de Washington ces dernières heures ? On n'est plus d'accord avec la façon dont vous menez cette guerre à Gaza ? Alors c'est un message que Washington dit depuis des semaines en fait. Depuis décembre, Joe Biden dit il y a trop de morts civiles, il faut changer de stratégie, et il n'est pas écouté par le gouvernement israélien qui a continué exactement sur la même trajectoire depuis des semaines. Là, on est passé à une phase supplémentaire, à la fois avec ce message de Kamala Harris qui est très soigneusement dosé en direction du public américain d'abord, parce qu'il y a un enjeu évidemment électoral, on est en campagne électorale aux États-Unis, et puis il y a ce deuxième message, et vous l'avez dit, c'est la venue de Benny Gantz. Benny Gantz, c'est un personnage intéressant parce qu'il a été chef d'état-major, c'est un homme qui a une très forte carrure dans la vie politique israélienne. Il est membre du cabinet de guerre, donc il est l'un des hommes qui prennent les décisions sur l'arrêt ou pas de la guerre, et il est allé à Washington sans l'accord du Premier ministre. Et d'après la presse israélienne, Benyamin Netanyahou est absolument furieux. Et ça lui a valu ces mots, il n'y a qu'un seul Premier ministre en Israël, et voilà. C'est moi. Et donc on est dans une situation extrêmement paradoxale, où le principal allié d'Israël, qui lui fournit les munitions, une partie du financement pour mener cette guerre, n'a aucune confiance dans le chef du gouvernement. Et c'est pas nouveau, parce qu'il faut savoir qu'il y a une très longue histoire entre Netanyahou et les démocrates. En 2015, au moment de la négociation de l'accord nucléaire avec l'Iran,
Netanyahou est allé derrière le dos d'Obama à Washington. Il a pris la parole devant le Congrès pour inciter le Congrès américain à ne pas ratifier l'accord que concluait Obama, dont Biden était le vice-président. Donc on est dans quelque chose de lourd, de long. Et là, on est à un moment clé où, visiblement, l'administration américaine joue son va-tout parce qu'elle ne peut pas se permettre de rester dans l'échec. Vous vous rendez compte que quand Biden décide de parachuter de l'aide humanitaire aux habitants de Gaza, c'est parce que les camions sont bloqués par l'allié israélien des États-Unis. Et donc c'est quand même extrêmement paradoxal et c'est humiliant pour le président dans une campagne électorale. Et le paradoxe, Karim, il réside aussi dans le fait, effectivement, et Pierre le rappelait à l'instant, que les États-Unis sont à la fois le premier pourvoyeur des missiles qui tombent aujourd'hui sur la population civile à Gaza, et effectivement, ces derniers jours, tractent de l'aide humanitaire sur les plages. C'est une ligne de crête, si on est la réelle politique, mais c'est quand même une ligne de crête. C'est clairement une ligne de crête. Alors, sur ces largages opérés par les avions américains, il y a évidemment l'aspect matériel immédiat pour les populations dans la bande de Gaza, mais c'est surtout un message adressé aux Israéliens parce que ça représente assez peu finalement. Il faudrait quelques 500 camions par jour. Ces 3 avions, ça représente 3 camions en quelque sorte. Oui, là, c'est quelques parachutes. C'est une goutte d'eau. Mais en tout cas, symboliquement, c'est une façon d'adresser un message très clair aux Israéliens. Alors, pour revenir sur Benny Gantz, moi, je trouve qu'il a trouvé une position d'équilibre qui fait qu'il est apprécié à la fois par les familles des otages et en même temps, il a un discours de fermeté qui fait qu'il a cette posture. Et on s'est aperçu, par exemple, que sur Rafah, cette opération militaire qui devait être lancée sur Rafah, il l'appelait de ses voeux, mais il s'en servait plutôt comme un levier de négociation pour sortir de la situation dans laquelle se trouve le pays, alors que Benyamin Netanyahou, clairement, veut que la guerre continue, parce que si elle s'arrêtait pendant 6 semaines, évidemment, tous les regards seraient tournés vers lui et qu'on lui demandera encore des comptes, comme ça a pu parfois être le cas depuis le 7 octobre. Si cette trêve est finalement conclue entre toutes les parties, elle pose la question, une question évidemment éminemment importante, et elle nous ramène aussi aux origines de cette guerre lancée le 9 octobre sur les buts de guerre. Une trêve. Pour faire quoi ? Dans le premier temps, bien sûr, pour tenter de libérer des otages et d'obtenir en échange pour les Palestiniens, pour le Hamas, la libération de prisonniers, pour arrêter les bombardements, pour que l'aide arrive. Mais une trêve, pour faire quoi en réalité ? En fait, le vrai désaccord avec les États-Unis, il est sur l'après. Parce que Netanyahou a dit clairement qu'il était toujours et fermement contre la solution des 2 États, donc la création d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël. Alors que Joe Biden, depuis le 7 octobre, n'arrête pas de répéter à chaque discours, c'est devenu le mantra de l'administration américaine, il doit y avoir 2 États à la fin de cette crise. Et c'est l'élément peut-être déterminant qui est une différence avec les crises précédentes, il y a le rôle de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite était sur le point de conclure les accords d'Abraham, après les Émirats arabes unis, après le Bahreïn, le Soudan et le Maroc. En occultant complètement la question palestinienne. En occultant la question palestinienne. Et aujourd'hui, les Saoudiens disent on est toujours prêt à conclure avec Israël, mais on rajoute une condition qui est un engagement irréversible, c'est leur mot, à créer un État palestinien. Et donc, là, on voit bien qu'il y a déjà des désaccords profonds depuis des semaines entre les États-Unis et le gouvernement israélien de Netanyahou. Ces désaccords vont devenir non seulement beaucoup plus visibles, mais plus importants encore dès qu'on abordera la phase de l'après, puisque il y a la question de qui va gérer Gaza, de la présence militaire ou pas des Israéliens et qui va assurer la sécurité dans ce territoire qui est ravagé. Donc la question de la sécurité et de l'administration, de la reconstruction va être absolument considérable. Et qui seront les interlocuteurs d'un éventuel processus de paix, aussi bien du côté palestinien que du côté israélien. Alors côté israélien, il y a des mécanismes, il y a des élections possibles, il y aura toutes les commissions d'enquête autour de ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc on sait qu'il va y avoir un vaste débat du côté israélien. Côté palestinien, c'est plus confus. Le Premier ministre palestinien vient de démissionner et il y a
en gros, le Hamas d'un côté, l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas de l'autre. Ni l'un ni l'autre ne peut être un interlocuteur crédible et légitime dans un processus de paix. Est-ce que... Alors, il y a toujours cette grosse inconnue autour de Marwan Barghouti, qui est un dirigeant palestinien qui est en prison. Est-ce qu'il sera libéré dans le cadre des échanges ou pas ? Jusqu'à présent, les Israéliens ont toujours refusé de mettre dans les libérations les prisonniers qui, comme ils disent, ont du sang sur les mains. Marwan Barghouti a été condamné 5 fois à la prison à perpétuité parce qu'il était à la tête d'une organisation, une branche du Fatah, qui est accusée de meurtre. Mais il est aujourd'hui le plus légitime, reconnu par toutes les factions. C'est ça qui est assez remarquable. Il y a aussi la question de la Cisjordanie, bien sûr, je voudrais qu'on y revienne, mais sur cette question de l'après-Gaza, on a en tête aussi, on n'oublie pas que ce gouvernement israélien est composé d'une grande partie de représentants de l'extrême droite. Il y a quelques semaines, il y avait quand même cette conférence organisée sur la recolonisation de Gaza, conférence à laquelle participaient plusieurs ministres du gouvernement Netanyahou, quand même. C'est vrai que c'est une tentation chez une frange du gouvernement israélien. On a vu aussi Benjamin Netanyahou évoquer un plan, c'était le 22 février dernier, où il parlait de la possibilité que l'armée israélienne reste dans la bande de Gaza pour assurer la sécurité, comme elle resterait en Cisjordanie. Il a même évoqué une zone tampon à l'intérieur de la bande de Gaza qui réduirait encore considérablement cet espace extrêmement restreint, un bouclage de la frontière avec l'Égypte. Tout ça ne correspond pas du tout à ce qu'envisagent les Américains. Alors moi, j'avais une question à vous poser. Dans votre livre, vous évoquez des hommes qui parfois ont eu des trajectoires un peu radicales avant de choisir le chemin de la négociation. Vous parlez de Menahem Begin, qui a négocié la paix avec l'Égypte. Vous parlez aussi d'un certain nombre de personnages qui gravitaient autour de Yasser Arafat, qui étaient exclus et qui finalement ont participé à des négociations de paix. Qui, aujourd'hui, en Israël, pourrait être cette figure ? On a parlé tout à l'heure de Benny Gantz. C'est très difficile parce qu'on est au milieu encore de la guerre, de la question des otages et du traumatisme du 7 octobre. Donc, dans la société israélienne aujourd'hui, les voix porteuses de paix sont extrêmement, et d'une conciliation avec les Palestiniens, sont extrêmement isolées et minoritaires. Donc, on ne voit pas à ce stade l'interlocuteur, le rabbin de notre époque, puisque c'est quand même de ça qu'il s'agit, d'avoir le dirigeant israélien légitime qui sera capable de franchir ce pas et de conclure une paix des braves, comme on disait en 93 au moment d'Oslo. C'est la grande inconnue. Moi, ce qui me rend malgré tout un petit peu optimiste, c'est que à chaque fois dans l'histoire, vous avez eu des catastrophes qui ont donné naissance à une tentative de paix. Vous parliez de Begin et de la paix avec l'Égypte. Elle a suivi la guerre de 1973, dans laquelle Israël a failli perdre cette guerre. Ça a été sans doute la guerre la plus dangereuse dans l'histoire du pays. Vous vous rappelez qui aurait pu penser que 4 ans plus tard, la paix serait signée. Et vous l'avez rappelé, moi j'étais pour la première fois dans ce pays en décembre 73. J'étais tout jeune, mais le pays était endeuillé, toutes les familles avaient eu des morts dans la guerre, etc. Personne n'aurait parié un centime que 4 ans plus tard, le président du principal pays arabe serait à la Knesset, au Parlement israélien, avec un discours de paix. C'était Sadat, 4 ans après, avec la signature des accords de Camp David. Il y avait une administration américaine qui était très engagée derrière à cette époque. Pareil, en 91, quand vous avez la guerre du Golfe, les Palestiniens choisissent de soutenir Saddam Hussein. Et à l'époque, Saddam Hussein envoie des missiles sur Tel Aviv. Les habitants de Tel Aviv ont les masques à gaz parce qu'ils craignent des attaques chimiques. Et tout le monde pense que le fossé entre Palestiniens et Israéliens est au plus grand depuis très longtemps. 6 mois plus tard seulement, vous avez la conférence de Madrid, organisée là encore par les Américains, dans laquelle vous avez face à face Yitzhak Shamir, qui était un vrai faucon, Premier ministre israélien de l'époque, et de l'autre côté, le docteur Abdel Shafi, qui était le représentant officieux de l'OLP. C'est l'homme que j'avais rencontré en 81 au moment des funérailles de Sadat, lorsque j'étais allé dans la bande de Gaza. Il était le président du conseil du Croissant Rouge palestinien. Donc vous avez ces situations où à un moment vous pensez qu'on est au fond du gouffre et qu'on n'arrivera jamais à le surmonter, et quelques mois ou quelques années après,
vous avez cette ouverture. Sauf qu'on pourrait voir le verre de l'autre côté à moitié vide, de se dire qu'effectivement ces moments de paix ont dans le cours de l'histoire toujours débouché à nouveau sur un moment de guerre, d'autant que là, depuis le 7 octobre, on a atteint un niveau de traumatisme dans les deux sociétés, la question des otages, des Israéliens qui ont été tués le 7 octobre, sans parler des plus de 30 000 morts à Gaza. Karim, est-ce que là on n'est pas arrivé au plus loin que l'horreur et que le traumatisme pouvaient aller, et du coup ça ne permettrait pas de se référer trop à ce qui s'est passé les 40 dernières années. C'est vrai que l'horreur est encore extrêmement fraîche dans les mémoires des Israéliens. C'était il y a 5 mois que le Hamas a déferlé sur les villes israéliennes, et donc c'est vrai que d'imaginer la possibilité de la paix, ça semble extrêmement éloigné. Il aura fallu plusieurs années avant que l'Égypte et Israël ne trouvent le chemin de la négociation. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça semble assez inatteignable. Et puis il y a un autre élément qui rend les choses aussi complexes, c'est qu'il y a toute une partie de la population, par exemple de la bande de Gaza, qui n'a jamais entrevu l'espoir de la paix, puisque une bonne partie de cette population n'a connu que le blocus et la vie en vase clos. Et cette jeunesse-là, elle a bien du mal à imaginer la paix aujourd'hui, et ça rend les choses encore plus complexes. Et la jeunesse de Cisjordanie, Pierre Aski, vous y revenez dans votre livre, bien sûr, cette pression des colons qui va s'empirant. 100 000 colons au moment des accords d'Oslo, début des années 90, quelques milliers à Gaza qui ont été évacués depuis, 450 000 aujourd'hui, sans parler des habitants de Jérusalem-Est. Si on imagine une solution trouvée autour de Gaza, une trêve de 6 semaines, et on le souhaite évidemment pour le sort de l'humanité, quid de la Cisjordanie ? Demain, elle est tellement morcelée que de toute façon, ça ne peut pas exister selon les frontières de la question des colons, elle est centrale, parce que c'est celle qui, effectivement, empêche de fait la création d'un État palestinien viable. Le morcellement aujourd'hui est absolument désastreux, et les chiffres que vous avez cités sont éloquents. Le pourrissement des 30 dernières années a permis de multiplier, de décupler le nombre de colonies. Et donc, on ne fera pas l'économie dans tout règlement politique d'un retour, d'un reflux de cette population de colons. Et ça pose la question... Quel gouvernement israélien... J'en reviens à la question de Karim. Qui aura le courage de dire à ces colons... Quel gouvernement israélien aura la légitimité, la force, la volonté politique de fermer certaines de ces colonies, d'évacuer de force, parce que ça sera forcément par la force, ces colonies. Mais... Il y a un moment où, vous voyez, on refera de la politique dans cette région. Aujourd'hui, on est dans la guerre, et on est dans l'émotion, la passion des tragédies qui sont en cours. Lorsqu'on fera de la politique, on comprendra que l'absence de solution n'a pas généré un statu quo stable, elle a généré la catastrophe qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Les 30 dernières années, ou disons les 20 dernières années depuis l'échec d'Oslo, n'ont fait que créer les conditions de cette catastrophe. Aujourd'hui, on ne parle pas de réconciliation. En 1993, on parlait de réconciliation. Aujourd'hui, personne ne peut imaginer une réconciliation. En revanche, on parle de séparation. Et c'est ça qu'il s'agit. Et donc, soit... On vend du rêve aux gens en leur disant on va rétablir le statu quo, et pour l'éternité, on arrivera à garder le couvercle sur des millions de Palestiniens qui ne veulent pas de cette situation. Soit on trouve les moyens de la séparation, et ça passe par des sacrifices qui seront une partie du rêve messianique de ce mouvement des colons. La société israélienne aujourd'hui, elle est confrontée à un choix existentiel. Elle l'était avant le 7 octobre. On avait bien vu toutes ces grandes manifestations contre les lois, les réformes judiciaires de Netanyahou, et on avait 2 Israël face à face. Mais la question palestinienne était très peu présente dans ce débat. Aujourd'hui, la question palestinienne est de nouveau au cœur du débat, et les Israéliens, puisque c'est quand même eux qui, à la fin, ont ce pouvoir de vie et de mort sur la région, devront décider s'ils sont prêts soit à une confrontation éternelle, et donc à vivre avec ce risque permanent de la confrontation, soit à chercher les voies d'un compromis. Et c'est là que le rôle de la communauté internationale est important, et que si, dans 6 mois,
on a un certain Donald Trump à la Maison-Blanche, les conditions sont quand même radicalement différentes que si ce sont les Joe Biden et les démocrates qui sont reconduits. Donc on a tellement d'inconnus dans cette région que ça ne rend pas très optimiste, évidemment. La communauté internationale, on va y revenir dans la suite de cette discussion. Il est 10h26, on marque une courte pause dans Parlons-en. Pierre Aski, vous restez avec nous. Karim Yayaoui, merci beaucoup. Et à très vite dans Parlons-en. Et on se retrouve juste après la pause. À tout de suite. Le moment approche. Il est dans toutes les têtes. Dans tous les gestes. Encore quelques mois, juste assez pour que tout soit ajusté. Et savoir faire rêver. LVMH, artisan de toutes les victoires. Ah, Booking.com. Je rêve d'aller ailleurs, n'importe où. Bungalow ou chalet, franchement, je m'en fous. Quelque part, n'importe où. Un beau chalet pour faire du ski, mon œil. Ailleurs, n'importe où. Du glamping pour ne pas devoir sortir faire pipi. Trouvez la location de vacances idéale. Booking.com, Booking. Yeah. En 2024, avec la révision du bonus écologique, tout a changé. Mais ça, c'était sans compter sur MG, qui vous offre jusqu'à 10 000 € d'avantages clients pour rendre sa gamme électrifiée accessible à tous et sans condition. Alors, profitez-en. Jusqu'à 10 000 € d'avantages clients MG sur notre gamme électrifiée disponible en stock jusqu'au 30 mars. Et c'est sans condition de revenus ou de reprise. Ah, trouvez immédiatement votre MG en stock sur mgmotor.fr. Essayez, comparez, vous choisirez MG. – 10h30, c'est la suite de Parlons-en et on a encore beaucoup de choses à se dire avec vous, Pierre Aski. Rebonjour et merci encore d'être là, éditorialiste à France Inter. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Une terre doublement promise, Israël-Palestine, un siècle de conflit, qui est sorti chez Stock. On poursuit notre discussion entamée à 10h avec Karim Yayaoui sur ce Proche-Orient où on attend désespérément, si j'ose dire, cette trêve négociée en ce moment, notamment au Caire, entre Qataris, Égyptiens et Américains. Je voudrais qu'on revienne sur la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza. D'abord au nord, parce qu'elle n'est pas tout à fait la même qu'au sud, avec cette
bavure, a priori, de l'armée israélienne en fin de semaine dernière lors d'une distribution d'aide à Gaza City, plus d'une centaine de morts, dans un contexte où il n'y a pas d'autorité civile à Gaza. Et ça nous ramène à ce dont on parlait tout à l'heure. Vous disiez que Israël faisait la guerre sans faire de politique depuis le début du mois d'octobre. Elle l'a fait aussi à Gaza parce que il n'y a pas eu... ce jour d'après n'a pas été pensé et les Gazaouis ont été complètement livrés à eux-mêmes, ce qui a créé le contexte dans lequel cette bavure a eu lieu. Oui, et il y a en plus une dimension supplémentaire, c'est que Israël a voulu casser toutes les structures qui existaient à Gaza, et en particulier l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, dont le financement est en train de s'épuiser et qui a été accusé d'avoir en son sein des gens qui ont participé à l'attaque du 7 octobre. Et ce qui s'est passé jeudi, c'était une opération montée par les Israéliens avec des privés. C'est-à-dire que le cadre des Nations Unies, qui était celui par lequel passait l'aide humanitaire jusqu'à présent, a été marginalisé, a été écarté au profit d'une opération privée négociée avec l'armée israélienne. Et elle a tourné au désastre et au carnage. Et donc, ça dit quelque chose de la stratégie israélienne dans ce territoire où il y a une dimension de vengeance quand même de ce qui s'est passé le 7 octobre, de vengeance collective, de ce qu'on appelle un châtiment collectif, c'est-à-dire de faire payer à l'ensemble des Gazaouis et pas simplement au Hamas et à ses supporters le poids de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et ça aura des conséquences parce que les Israéliens ne s'en rendent pas compte aujourd'hui parce qu'ils ne voient pas les images. C'est une des grandes caractéristiques de cette époque, c'est que les Israéliens ont très peu de visibilité, les citoyens israéliens, sur ce qui se passe. On voit plus d'images en France ou en regardant France 24 qu'en regardant la télé israélienne sur ce qui se passe à l'intérieur de la bande de Gaza. Et ça change complètement la perception. C'est-à-dire les Israéliens sont concentrés sur leur propre douleur, leur propre mort, leurs propres otages et leur propre histoire et ne regardent pas celle des autres et cette absence de regard croisé est aujourd'hui un facteur inhibant qui rend l'intervention extérieure absolument indispensable si on veut surmonter ce face-à-face mortifère. Ouais, à propos d'intervention extérieure, clairement, depuis le 7 octobre, cette guerre a mis sur le devant de la scène l'échec de la communauté internationale. Cette même communauté internationale qui, depuis 40 ans, ne parvient pas à faire appliquer ses propres résolutions à Israël. N'essaye pas. N'essaie pas, notamment sur la question des colonies. Tout à fait. En fait, c'est une communauté qui donne des leçons aujourd'hui qu'elle n'a elle-même pas appliquées. Oui, et là, on revient à une question qui est beaucoup plus large, qui est celle des relations internationales aujourd'hui, parce que l'Occident a été très surpris au moment de l'invasion russe de l'Ukraine d'entendre les pays du Sud dire vous parlez de violation du droit international, mais il y a 2 poids 2 mesures. Vous avez fermé les yeux quand ça vous arrangeait. Et tout d'un coup, avec cette crise du Proche-Orient, on a un exemple où effectivement l'Occident a fermé les yeux sur le non-respect du droit international. Et c'est toute la complexité aujourd'hui de tenir un équilibre et d'être crédible sur le plan international. Joe Biden a fait un pari après le 7 octobre qui était de coller à la politique israélienne, de soutenir à fond Israël, y compris en livrant des munitions, etc., en pensant que ça allait lui donner l'influence nécessaire au moment de la phase politique. On est dans ce moment clé où on va passer sans doute à une possible phase politique si les conditions du cessez-le-feu sont remplies. Est-ce que Joe Biden va pouvoir véritablement peser ? Il est le seul aujourd'hui à avoir la capacité de changer la donne dans cette région. Les Européens sont hors course. Ils n'ont plus aucune influence dans cette région. On peut le regretter. On peut se référer à des temps passés où ils en avaient. Le fait est qu'ils sont hors course. Et les pays arabes sont aujourd'hui des acteurs majeurs. On le voit dans la négociation d'ailleurs du cessez-le-feu. Ça se passe avec l'Égypte et le Qatar. On a l'Arabie Saoudite derrière qui est aujourd'hui en train de concocter un plan de paix avec les Américains. Donc on a ces acteurs extérieurs dont la crédibilité va être engagée dans les quelques semaines pendant lesquelles
on va refaire de la politique. J'ai une dernière question, Pierre Aski, et là je vous demande de mettre votre casquette de président de Reporters sans frontières. À part une grande journaliste de CNN, depuis le 7 octobre, aucun journaliste étranger n'a pu entrer dans la bande de Gaza. Est-ce que de mémoire de Reporters, on a connu une situation comme ça là, dans les conflits de ces dernières années, c'est sidérant. C'est sidérant et c'est scandaleux, pour être très honnête. Il y a des conflits dans lesquels les journalistes ne vont pas parce que c'est trop dangereux, parce qu'il y a des blocages politiques temporaire ou autre. Là, on a, depuis le 7 octobre, un blocus médiatique total, à l'exception des journalistes palestiniens qui payent un prix très élevé pour avoir continué à faire leur travail. Et c'est à double tranchant, y compris pour Israël, parce que lorsque vous avez des incidents contestés, par exemple au début l'histoire de l'hôpital et de la roquette qui était tombée à l'hôpital, vous n'avez pas de témoins qui peuvent venir sur place en disant voilà, c'est vrai, c'est faux, voilà ce qui s'est passé. Et pareil, jeudi, aucun journaliste n'a pu aller sur place pour aller vérifier ce qui s'était passé. Et donc, nous, on demande depuis longtemps, avec l'ensemble des organisations de défense de la liberté de la presse, avec les grandes organisations de médias, on demande l'ouverture de cette frontière à la presse. C'est aux journalistes de prendre leurs responsabilités s'ils veulent y aller ou pas. Mais en tout cas, c'est inimaginable qu'un conflit de cette envergure et de cette importance se fasse à huis clos. À huis clos. Merci infiniment, Pierre Aski, d'être venu ce matin dans Parlons-en. Bien connaître le passé pour permettre d'éclairer le présent et peut-être raconter mieux le futur. C'est le projet de ce livre, La Terre doublement promise, chez Stock, que vous signez. Merci infiniment Merci de votre éclairage et d'avoir été le premier invité de cette nouvelle émission, de ce nouveau C'est un grand honneur. rendez-vous. Merci encore, qui laisse la place à du temps long pour tenter de décrypter le monde.